Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre, les merdias. Et force est de constater que, même si on n'est plus trop étonné de la collusion qu'ont aujourd'hui la majorité des médias dits mainstream, force est de constater que plus on avance dans le temps, plus il y a une fâcheuse tendance à nous prendre vraiment pour des cons. Et là, j'avoue que on a eu le pompon. Voici ce que l'on a pu trouver sur le site d'information de TF1. Oui, vous lisez le titre. Évidemment, je ne parle pas l'ukrainien. Je ne peux pas donc confirmer si ce fameux discours qui a été fait par Zelensky pour les célébrations du 8 mai, est-ce qu'il a bel et bien fait référence à Oradour-sur-Glane. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la petite histoire, sachons et rappelons que Oradour-sur-Glane est ce petit village qui, en 1944, une certaine division SS Das Reich, retardée dans les opérations de repli suite au débarquement du 6 juin 1944, a décidé tout simplement de s'offrir une petite partie dans ce petit village en massacrant littéralement tous les habitants et incendiant le village. Que ce soit Tulle ou Oradour, ce sont deux villes dans lesquelles les exactions des SS nazis sont aujourd'hui conservées dans la mémoire collective de ce qu'ont été la plupart des massacres d'une manière générale de la part de ce régime nazi à l'encontre soit d'innocents ou soit de communautés. Seulement le problème, c'est que Zelensky, s'il a bien fait référence à Oradour-sur-Glane, si vous suivez mes vidéos, vous avez sans doute percuté que là, on atteint franchement un sommet d'indécence. Indécence pourquoi? Ce que vous voyez là, c'est le logo. Le logo, le symbole, l'étendard de cette fameuse division Das Reich de 1944. Et comme je vous l'avais déjà montré, voici le logo, voici l'emblème, l'étendard du bataillon Azov. C'est le nouveau, celui qui a été adopté en 2015. Celui d'avant, le voici. Force est de constater qu'en effet, c'est quasiment le même. Quasiment, je dis quasiment parce que il est juste inversé. Donc, TF1 titre son article sur la référence que fait Zelensky sur Oradour-sur-Glane, où les habitants ont été massacrés par une division SS Das Reich, dont le logo ressemble à celui du bataillon Azov, dont le président Zelensky ne condamne absolument pas les idéologies. Et d'ailleurs, force est de constater qu'il y a aujourd'hui dans les médias une tentative d'essayer d'inverser les valeurs, d'essayer de convaincre l'opinion que tout ce que l'on dit sur le bataillon Azov, tout ce que l'on dit sur les idéologies qui circulent dans le secteur droit, c'est de la manipulation russe. On appréciera, bien évidemment, il n'y a peut-être, je ne pense qu'il ne reste plus de survivants aujourd'hui de ce massacre de Oradour-sur-Glane, néanmoins il reste les familles, les descendants. Je pense que les descendants seront très heureux de voir qu'une chaîne d'information française fait la promotion d'un discours d'un président ukrainien qui est en train de nous faire un discours pour essayer d'amadouer, de sensibiliser dans les chaumières, alors que lui-même ne condamne pas les idées nationalistes qu'il y a au sein de son armée, qui plus est un bataillon qui a comme étendard un logo, un symbole qui ressemble à celui de cette division qui a fait le massacre à Oradour-sur-Glane. Pas de problème. Alors oui, j'entends très loin de dire oui, mais c'est pas la même chose. Le logo est inversé. Ah, oui, le logo est inversé.
Et depuis 2015, justement, parce que le logo est inversé, mais reste quand même relativement similaire, en 2015, ils ont décidé, bon, on va le pencher. On va le pencher et on va donner une idée de vitesse, d'avancée. Tout du moins, c'est ce que vous pouvez lire sur Wikipédia, pour traduire l'expression de cet étendard. Sauf que ces gens-là, qui vont vous dire, oui, mais non, mais ça n'a rien à voir, c'est un hasard si le symbole ressemble un peu, en effet, à cet étendard. Et bien j'ai envie de leur dire, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la svastika, on va l'inverser, on va la mettre sur un rond bleu, sur fond blanc. Et là, moi aussi, je pourrais dire, oui, mais ça n'a rien à voir avec la svastika utilisée par le régime nazi, ou par quelques mouvances néo-nazies. Hein, on change quelques couleurs, mais le logo, je veux dire, c'est comme si vous preniez un drapeau rouge et que vous y mettez un côté une faucille, de l'autre côté un marteau. La faucille et le marteau, excusez-moi, c'est le communisme. Voire même quelques étoiles, ça reste du communisme. Je veux dire, il y a des drapeaux, le choix des drapeaux, le choix des symboles ne sont pas hasardeux. D'autant plus que si l'on connaît l'histoire de l'Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale, là encore, beaucoup d'occultation de la part de ces médias sur le fait que l'Ukraine ait néanmoins, comme un certain nombre de pays, une contribution, une participation avec le régime nazi. Donc, tout ça pour vous dire que, encore une fois, on se rend compte que les merdias, oui, nous pouvons les appeler les merdias, accélèrent le mouvement de la manipulation. Alors attention, je vous rassure, ce n'est pas nouveau. À partir du moment où l'on a commencé à développer des supports d'information pour l'opinion, pour le peuple, plus particulièrement, on commencera à voir à partir du 18e et 19e siècle des supports d'information parce que le peuple commence à s'instruire, le peuple commence à avoir accès à la connaissance, et plus particulièrement commence à apprendre à lire et à écrire. La Révolution française a accentué ce processus. Et de fait, les journaux, qui déjà d'ailleurs existaient bien avant la Révolution française, existaient pour critiquer la monarchie, critiquer le roi. Depuis cette époque où le journal a commencé à se diffuser, il a été idéologique. Et avec le fil du temps, comme je vous l'ai dit, avec l'évolution des mœurs, avec l'évolution de l'éducation, on a vu un florilège, une multitude de supports d'information, dits les journaux, dits aussi la presse, se développer. Au XIXe siècle, on a même déjà la démonstration que s'affine la possibilité pour un journal de divulguer de l'idéologie, de faire de la propagande. À partir du moment où, dans le XXe siècle, les choses vont commencer à véritablement s'exploser, force est de constater que les médias, la presse, va elle aussi jouer son rôle. Alors, il va y avoir en effet une presse d'information, information plus ou moins neutre. Vous allez avoir quand même des organismes de presse nationaux, publics, d'État, comme des journaux très clairement positionnés et politisés. Cette évolution nous amènera aussi à voir ces mêmes phénomènes s'appliquer au niveau des nouveaux outils d'information. Même si, très très tôt, les États, le pouvoir, prenant conscience du pouvoir qu'avaient ces médias de pouvoir diffuser l'information, on a pris très rapidement aussi le pouvoir, la radio d'État. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on l'a bien vu, la radio a été un acteur essentiel pour la diffusion de l'information et aussi de la propagande. Si en France, Radio Paris était une radio franco-allemande, de l'autre côté de la Manche, il y avait évidemment
ici Londres, les messages personnels, avec ces fameux messages destinés à la résistance. Le cinéma, lui aussi, a commencé à être un outil de propagande et un outil idéologique par les actualités. Vous les avez toutes vues, ces fameuses actualités qui étaient diffusées au cinéma Pathé, ou du cinéma, enfin les actualités Pathé, pardon, ou les actualités de la BBC. Eux aussi, suivant les endroits, eh bien, ont contribué à divulguer de l'information et de la propagande. Et qui plus est aussi, beaucoup aussi d'outils d'information manipulés. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, va commencer à arriver la télévision. Là encore, en France, nous avons un très bel exemple que la télévision, lorsqu'elle a commencé à se démocratiser, ce n'était pas une télévision libre, c'était une télévision d'État. Ce n'est que à partir des années 70 que la télévision d'État a commencé un petit peu à s'ouvrir, à se libéraliser, jusque dans les années 80, où là on a commencé à voir la privatisation, ou l'arrivée des télévisions privées. Aujourd'hui, vous avez en France une multitude de chaînes, des chaînes thématiques, mais surtout aussi des chaînes d'information. Sauf que le problème, c'est quelles sont aujourd'hui parmi ces chaînes d'information celles qui est peut-être considérée comme étant la plus libre, la plus neutre. Aucune. Peut-être Euronews, à la rigueur. Mais l'ensemble des chaînes, de toute façon, à partir du moment où elles appartiennent soit à l'État, donc la télévision publique, France Télévisions, ou privée, TF1, LCI, Bouygues, CNews, ou même LCI, c'est pas LCI, c'est, je ne sais plus, la chaîne d'information BFM, voilà, je cherchais, mon Dieu. Donc voilà, toutes ces chaînes d'information, elles ont des patrons qui ont forcément des affiliations politiques. Parce que quand on est un multimilliardaire, on n'est forcément pas, on ne peut pas être apolitique. Et donc, s'engendre également dans ces processus, que ce soit les télévisions publiques ou les télévisions privées, des communications, des informations. Alors certaines d'entre elles sont peut-être en effet neutres, certaines d'entre elles sont-elles partiales, mais très souvent, comme ce sont des médias de grand public, de grande audience, ce qu'on appelle maintenant les mainstream, forcément, eh bien, ils n'échappent pas à cette règle, à cette tradition qui s'est vue naître par la presse papier. La presse papier a influencé la radio a influencé la télévision. Et donc, de principe, nous sommes en face aujourd'hui d'informations qui, selon les intérêts de vouloir nous vendre une idéologie, de vouloir nous vendre une opinion, voire même fabriquer l'opinion, eh bien, force est de constater que aujourd'hui, on est arrivé au summum de ce que la télévision, ou de ce que la radio, ou de ce que la presse peut aujourd'hui nous raconter comme Salam Alek pour réussir ou tenter d'essayer de nous convaincre, voire même jouer avec nos sentiments, avec nos ressentis. Sauf que dans l'affaire, dans ce monde contemporain qu'est le nôtre, il y a un trouble fait. Le trouble fait, c'est Internet. Internet qui permet à des gens comme vous et moi de pouvoir créer un site web, un site d'information, de pouvoir créer des réseaux, de pouvoir donner des sons de cloche différents de ce que les médias mainstream émettent. Et ça fait depuis maintenant une trentaine d'années que ça se développe et qui permet à l'opinion, qui permet à des gens comme vous, de pouvoir à un moment donné avoir des sons de cloche différents, de collecter des données, d'avoir des faits, d'avoir des documents et de faire votre propre opinion. C'est-à-dire d'utiliser un élément fondamental de ce que j'appellerais l'intelligence, c'est le libre arbitre. Sauf qu'aujourd'hui, avec les récents événements qui ont été, depuis le 11 septembre 2001, la capacité d'Internet aussi d'éveiller les esprits, voire même de révéler les lanceurs d'alerte,
Assange, Wikileaks. Force est de constater qu'aujourd'hui, ces gens qui sont dans cette lignée dérangent. Et on le sent teinté très au loin, le son de cette cloche de la censure, le son de cette cloche du ministère de la vérité, qui va vouloir essayer de verrouiller l'Internet. Ça commence déjà. Ça commence avec cette prolifération d'organismes qui vous vantent leur capacité à vous dire des vérités, à débunker, à vous prouver des fake news, à démonter la désinformation. Sauf que malheureusement, dans cette conviction très affirmée de vouloir jouer les vertueux, eh bien, un grand nombre de ces organismes se sont pris parfois le pied dans le tapis. Tellement le pied dans le tapis que même aujourd'hui, ils font preuve de certaines sémantiques pour essayer de démontrer que ce qui a été dit n'est pas vrai, mais le problème c'est qu'ils ne prouvent pas le contraire. Et force est de constater que dans certains événements, je vais prendre un exemple, récemment pour revenir à mon propos initial sur le discours de Zelensky et donc lié à l'Ukraine, on a BFM qui a donné la parole à cette jeune femme dont le mari serait un des combattants Azov. Et elle se défend de toutes les informations, de toutes les données, de toutes les affirmations qu'il y a aujourd'hui sur Internet sur le fait que le bataillon Azov est un bataillon aux idéologies néo-nazies. Le seul problème, et là encore, ça peut démontrer en effet le début de déliquescence de ces organismes d'information, c'est que non seulement la jeune femme a eu le malheur parfois de se laisser photographier dans des postures plutôt très significatives, et encore une fois, elle défend l'idée de la propagande russe qui essaie de convaincre l'Occident que le bataillon Azov est un bataillon muet d'idéologie néo-nazie, alors qu'en réalité, comme je vous l'ai dit et montré au début de ces vidéos, comment est-ce qu'on peut adopter un étendard dont le symbole ressemble étrangement à celui d'une division SS, sans à un moment donné se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'assimilation d'idées? Et à un moment donné, inciter la curiosité, inciter votre curiosité, d'aller vous renseigner sur l'histoire de l'Ukraine, et qui plus est l'histoire contemporaine, et se rendre compte qu'il y a une certaine ambiguïté dans la culture ukrainienne, et plus particulièrement dans la société ukrainienne, de certains aspects, que, évidemment, les médias ont un rôle d'occulter, alors qu'en réalité, ce sont des faits. Ce sont des faits que dans la société ukrainienne, il y a bien un sentiment assimilable à des idées néo-nazies, mais évidemment des idées néo-nazies qui ne sont pas à l'encontre des Juifs, quoique, mais bien à l'encontre des Ukrainiens, russophones, c'est-à-dire tout ce qui est russe. Tout le reportage de Anne-Laure Borel, où elle débute justement son documentaire sur les propos de Poroshenko à l'époque, des propos qui sont sans ambiguïté, sur la détermination, sur la politique, sur la motivation de ces Ukrainiens nationalistes, car on parle bien d'Ukrainiens nationalistes. On ne parle pas finalement du peuple ukrainien d'une manière générale. Mais encore une fois, ce pays est victime d'orientation, de choix et de décisions d'une minorité d'individus qui sont responsables de la situation actuelle. Un peu poussés, un peu alimentés, un peu motivés par des intérêts évidemment occidentaux et plus particulièrement américains. Donc, ces médias aujourd'hui sont dans cette lignée depuis maintenant quelques années où, au lieu de jouer subtilement sur les mots, au lieu de faire attention, de bien emballer le paquet cadeau, eh bien on se rend compte que de plus en plus, on confie des missions de propagande à des gens d'une incompétence rare. Et du coup, même celui qui n'est pas forcément averti, même celui qui n'est pas forcément au lieu et fait, à un moment donné,
il y a quelque chose qui tilte. À un moment donné, le propos, le verbe, la sémantique, va en totale contradiction avec l'image. Donc à partir du moment où il y a contradiction entre le propos et l'image, même celui qui n'est pas forcément très intelligent va se dire il y a un truc qui ne colle pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et tous ces phénomènes-là, on les retrouve par le passé, que ce soit pendant la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, la guerre en Syrie. On a eu déjà ces exemples. Et la démocratisation de l'Internet a augmenté cette capacité à un moment donné de se poser les bonnes questions et de faire même parfois des constats. Et du coup, on se rend compte que, justement, beaucoup de médias se sont tellement reposés sur leur laurier, sur le fait qu'ils ont pignon sur rue, sur le fait qu'ils sont des officiels, sur le fait qu'ils se prétendent ou s'autoproclament vous dire des vérités, vous expliquer avec des experts, vous donner des informations telles qu'ils sont censés le faire. Sauf qu'ils le font de façon engagée, de façon militante, de façon propagandiste, et non pas de façon éthique. Peser le pour et le contre, donner l'information brute, donner quelques éléments d'information, de réflexion, et après, c'est à vous de vous faire votre propre avis, selon, justement, vos ressentis et vos propres opinions. Force est de constater qu'aujourd'hui, quelle est la confiance que l'on peut donner à ces chaînes de télévision d'information ? Elles ont su démontrer à plusieurs reprises qu'elles se sont pris le pied dans le tapis, qu'elles ont commis des impairs, qu'elles ont même créé des ambiguïtés, des contrariétés sur leurs propres informations. Alors certaines d'entre elles, en effet, se sont excusées, certaines d'entre elles ont expliqué, d'autres n'ont absolument rien dit. D'autres se sont juste positionnés sur leur piédestal, en disant « nous sommes la vérité ». Et dans ce genre, force est de constater que ce sont plus particulièrement les chaînes d'information, que ce soit radio, télévision, publiques, qui sont le plus souvent les plus hautaines à regarder le peuple de haut. Le peuple ne doit pas remettre en question notre travail d'information, notre éthique. Sauf que le peuple, c'est le contribuable, c'est celui qui paye ton salaire, c'est celui qui paye tes productions, c'est celui qui donne de l'argent par ses impôts, qui vont dans les poches d'un ministère de l'économie et du trésor, qui ensuite redistribue par subvention. Subvention pas seulement à la télévision publique, mais aussi à la presse. Bon nombre de titres qui sont censés vous informer. Bon nombre de titres qui en réalité font de la propagande, font de la distorsion d'information, le font avec vos impôts. Alors une petite exception quand même, Mediapart. Mediapart en effet n'est pas subventionné. Mais pourquoi Mediapart est-il souvent sur les bons coups ? Quand on est un organisme de presse qui balance parfois des informations ou des révélations sur des personnalités politiques, des célébrités, des gens du milieu des affaires, des millionnaires, on remarque souvent que ça tombe toujours pile poil au bon moment. Comme si Mediapart était en fait le porte-parole, était le porte-voix de certains intérêts politiques à mettre des bâtons dans les roues de certaines personnes. Voire même, j'ai envie de dire, Mediapart, à mon sens, et ça c'est mon opinion personnelle, est en fait le porte-voix d'une sorte d'état profond. Car on ne peut pas dire que Mediapart soit l'outil de propagande de Macron, puisque même Macron a été souvent bousculé par Mediapart. Et Mediapart est le porte-voix pour pouvoir balancer de la merde sur des gens qui, à un moment donné, peut-être, ont pété plus haut que leur cul. Peut-être se croient devenus intouchables. Peut-être se croient vouloir investir
ou s'auto-investir de tâches pour lesquelles on ne les a pas nommés à cette position. On ne les a pas lancés dans leur carrière. Ça, j'invite à vous, que vous méditiez sur cette question. Reste le canard enchaîné. Le canard enchaîné, c'est pareil. Le canard enchaîné balance beaucoup d'informations, mais ça reste des informations nationales. Le problème, c'est que lorsque le canard enchaîné met le doigt sur, justement, un scandale, met le doigt sur quelque chose de croustillant, on se rend compte que le canard enchaîné n'approfondit jamais la question. Et là où j'attire votre attention, c'est que même quels que soient ces organismes de presse qui ont plus ou moins pignon sur rue, qui sont des contre-pouvoirs des médias mainstream, il est étrange quand même que ces médias n'enquêtent pas, ne fassent pas de l'investigation dans des domaines où nous aurions beaucoup de questions et exigerions beaucoup de réponses. Je pense par exemple les corruptions, je pense par exemple les collusions, je pense par exemple la pédophilie, je pense par exemple les mafieux, les liens mafieux avec la drogue qu'ont ou peuvent avoir un certain nombre d'élus. Ça existe, on le sait. Alors comment se fait-il que ces fameux journaux à scandale n'en parlent que quasiment jamais, ou ne font pas d'enquête? Alors vous allez me dire, oui, mais parce que justement, le problème c'est que des journalistes, les journalistes salariés de ces organes de presse, ils sont rémunérés, et ils sont rémunérés par des rédactions, et les rédactions, elles ont des assurances. Or, si vous envoyez des journalistes enquêter ou faire de l'investigation dans des zones à risque, les assurances, elles disent, oui, mais là, nous, non, on n'assure pas. Et d'autant plus que faire de l'enquête journalistique dans certains domaines, c'est parfois enfreindre la loi. Enfreindre la loi pour réussir à obtenir des informations, réussir à collecter des données, pour étayer l'article, pour construire le scandale. Donc c'est pour cette raison que je vous dis que Mediapart a tellement de facilité parfois à avoir soi-disant des preuves dans ses investigations, qu'il y a un moment donné, excusez du peu, on a le droit de douter de l'intégrité réelle de ces pouvoirs d'investigation. Après, vous avez la télévision. Mais là encore, à part sur Internet, vous avez une multitude de chaînes où, en effet, ce sont des indépendants. Mais comme ils sont indépendants, ils n'ont pas les budgets, ils n'ont pas les financements pour pouvoir véritablement développer des réseaux, ou voire même payer des agences journalistiques pour dégoter des scoops, des affaires. Donc ils sont obligés de faire plus ou moins avec les moyens du bord. Alors en effet, il y a parfois certaines orientations ou certaines motivations qui font que vous avez des gens qui sont investis pour fournir du contenu dans ces réseaux indépendants. Par exemple, vous avez ce réseau très orienté évidemment politiquement, là-dessus je ne le nie pas, qui est Livre Noir. Eh bien il faut savoir que certaines rédactions des autres chaînes, des autres réseaux mainstream, ont balancé tellement de merde sur ce réseau parce qu'ils ont osé envoyer, tout du moins c'est pas envoyé, mais ce sont des journalistes indépendants qui ont réussi à aller du côté russe. Et donc ils ont tellement critiqué en disant oui mais de toute façon Livre Noir fait de la politique, de la propagande pro-Poutine. Mais le problème c'est que vous aussi vous faites de la propagande pro-ukrainienne. Puisque je le rappelle, quasiment l'intégralité de tous les journalistes et correspondants que vous avez en Ukraine le sont sous le contrôle et l'autorité ukrainienne. C'est-à-dire que vos journalistes, c'est comme quand vous allez en Corée du Nord, vous avez des guides qui vous collent les basques et qui vous disent oui, là vous pouvez filmer, là non, vous filmez pas, là vous pouvez interviewer telle personne, là non, vous n'avez pas le droit de parler à ces personnes-là.
Eh bien en Ukraine c'est pareil. Les journalistes de BFM, de TF1, de LCI, de Canal+, tout ce que vous voulez, ils sont dans le même contexte. Parce qu'il leur faut des autorisations, il leur faut des accréditations pour pouvoir faire leur boulot de journaliste dans les zones ukrainiennes. Et donc forcément, ils ont des guides, ils ont des accompagnateurs, ils ont des traducteurs. Et ces traducteurs en original sont choisis pour justement les emmener ou les orienter là où on veut qu'ils aillent filmer. Là où on veut qu'ils fassent leur reportage. Alors que sur Internet, en effet, vous pouvez trouver des médias indépendants qui, eux, soit achètent des reportages à des agences indépendantes, ou soit ont les moyens d'envoyer des journalistes de leur propre rédaction sur les lieux. Mais c'est plus compliqué. Et comme l'a très justement expliqué Anne-Laure Borel, c'est qu'à partir du moment où vous voulez faire un reportage objectif, ça veut dire que vous pouvez, et vous devez, pouvoir faire vos reportages aussi bien du côté ukrainien que du côté russe. Sauf que le problème, c'est que si vous avez une autorisation du côté ukrainien, vous ne pourrez jamais avoir une autorisation du côté russe. Et inversement. Je veux dire, le journalisme de guerre ne se fait plus comme il se faisait il y a peut-être 30 ou 40 ans. À l'époque de la guerre du Liban, à l'époque de la guerre en Irak, etc., les journalistes faisaient des reportages. Sauf qu'il y a un moment donné où on s'est rendu compte que les reportages de guerre, peut-être que ça vendait dans les années 70, mais dans les années 80, ça ne se vendait plus. Pourquoi ? Parce qu'à partir des années 80, on a commencé à faire de l'information spectacle, et non plus de l'information réelle. Donc à partir de là, vous comprenez la déliquescence, le déclin de la réelle information. Je dis bien de l'information mainstream, celle qui vous est donnée par ces chaînes de télévision, adoubées par les autorités. Alors, même si en effet, il y a de la liberté, je ne dis pas que tous les organismes de presse françaises, toutes les chaînes de télé sont l'équivalent des Pravda russes, de l'ère communiste. Mais certains sujets sont très clairement téléguidés. Tout comme d'ailleurs les interviews, les interventions, les analyses, les chroniques qui sont faites sur certains sujets, etc., en invitant les bonnes personnes. Alors, de temps en temps, en effet, ça dérape. Sauf que, on le sent bien, que de toute façon, le traitement journalistique, et on l'a très bien vu pendant la campagne présidentielle, à l'encontre de certains candidats, n'est pas le même vis-à-vis d'autres candidats. Ce qui était formidable, c'est aussi le comportement physiologique, le comportement facial, le regard, les gestes de ces fameux journalistes, qui étaient totalement et radicalement différents suivant le type de candidat qu'ils interviewaient. Donc, aujourd'hui, si tant soit peu, vous connaissez quelqu'un qui considère que des chaînes de télé comme TF1, BFM font de l'information, de la vraie information, voire même de la réinformation, eh bien, j'ai envie de dire que ce sont les mêmes qui se contentent de lire les gros titres. Et quand on lit que les gros titres, et qu'on lit un titre comme celui-ci, concernant Zelensky qui nous fait un petit discours larmoyant sur le souvenir du drame d'Oradour-sur-Glane. Ou même encore, j'ai envie de dire plus récemment, ce titre de presse où l'on voit marqué que l'on suggère que le professeur Raoul va être mis au pénal, alors qu'en réalité, dans l'article, eh bien, c'est pas Raoul qui est mis au pénal. C'est l'IHU, de Marseille. Dans le titre, ils le disent. Ce n'est pas une procédure contre directement le professeur Raoul, mais contre l'IHU. Mais pourtant, le gros titre est très explicite. C'est l'ordre des médecins, je crois que c'est l'ordre des médecins, va mettre au pénal le professeur Raoul.
Donc quand vous savez qu'il y a à peu près 60 ou 70% des gens qui ne lisent que les gros titres et qui ne lisent jamais les articles, là encore, vous êtes en face de la manipulation. Même manipulation, et je vais terminer ma vidéo là-dessus. Souvenez-vous, si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous ai parlé de quelque chose d'important. Quelque chose que pourtant, ces mêmes médias ne vous en ont absolument pas parlé, n'en ont fait absolument aucune allusion. Je veux parler de cette fameuse consultation qui va mener à une révision de la Constitution européenne. Eh bien aujourd'hui, c'était le 9 mai. Et ils se sont tous mis d'accord pour accepter de faire cette révision. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, en effet, il y a certains médias qui commencent un petit peu à en parler parce que sur les réseaux sociaux, il y a tout d'un coup des gens qui viennent de se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Et pourtant, cette fameuse preuve de démocratie avec ce fameux site dont je vous ai donné le lien dans ma précédente vidéo, où il y avait cette consultation citoyenne européenne sur ces sujets, dans le cadre justement de cette révision insufflée par la présidence française depuis le mois de janvier. Est-ce que vous en avez entendu parler? Non. Quasiment tous les citoyens européens ne sont pas du tout au courant de l'existence de cette consultation dans le cadre d'une révision de la Constitution européenne. Et là, vous allez avoir des gens non élus qui vont décider à votre place de ce qui est bon pour vous ou pas. Pire, dans cette révision de la Constitution, et là on en revient au sujet essentiel dont on a déjà parlé, il est prévu d'abolir la majorité nécessaire des États membres lors de votes à l'Assemblée. C'est-à-dire que la Commission européenne est en train tout simplement de faire un coup d'État technocratique sur l'Union européenne. J'espère que vous comprenez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que si cette révision est faite, si les 27 pays membres votent cette révision, ça veut dire que ces 27 pays membres vont donner la possibilité à la Commission européenne de présenter des textes auxquels ils n'auront pas besoin de la majorité des États membres pour les mettre en place. Comme je viens de vous le dire, vous êtes en train d'assister à un coup d'État technocratique sur le peu de démocratie qui pouvait encore exister dans l'Union européenne. Est-ce que vos télévisions vous en parlent? Est-ce que vos réseaux Internet en parlent? Non. Je vous l'ai prévenu la semaine dernière dans ma vidéo. Là, ça commence un petit peu à bouger dans certains réseaux sociaux, mais personne n'est au courant. Manipulation. C'est-à-dire que vous êtes en train d'assister à quelque chose qui n'est que le prémisse de ce qui va être dans les années à venir. Je rappelle, l'ONU vient de confirmer qu'il s'associait au plan 2030 du Forum économique mondial, ce que nous appelons plus communément en France le Forum de Davos. Klaus Schwab. Souvenez-vous, le grand reset. Pareil. Pas un mot sur LCI, pas un mot sur BFM, pas un mot sur TF1, pas un mot sur France Télévisions, pas un mot sur CNews. Et pourtant, quelle importance va avoir ces décisions sur votre avenir, et qui plus est l'avenir de vos enfants, qui vont voir petit à petit une déliquescence de leurs droits, de leurs acquis, de leur liberté. Pour terminer, je vous rappelle cette phrase essentielle de Klaus Schwab, justement dans son plan 2030. Vous ne posséderez plus rien et vous serez plus heureux. Je vous laisse méditer sur cette phrase et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.